Merci de votre accueil. Je suis Alain Morisseau, je suis chef de groupe dans l'entreprise Auchan Retail France, le groupe Auchan. Et j'ai en charge, je travaille au niveau des métiers de bouche, c'est-à-dire les rayons alimentaires traditionnels, dans lequel je suis en charge de la mise en place d'une académie des métiers de bouche. Donc la formation aussi de nos professionnels sur les métiers traditionnels de l'alimentaire, après un parcours de magasin, achat. Et il se trouve que je suis aussi un ancien d'AgroSup Dijon. Donc bonjour à tous, bonjour à toutes. François Debellec, je suis directeur produit métier de bouche. Alors c'est quoi ce nom barbare? Directeur produit, ça veut dire que j'anime les équipes qui constituent l'offre, c'est-à-dire les références que vous trouvez dans nos différents magasins et l'achat de ces produits. Et les métiers de bouche, donc c'est le fruits et légumes, les fleurs et plantes, c'est la boucherie, la volaille, la charcuterie, le fromage, le traiteur, la poissonnerie, la boulangerie, la pâtisserie et nos espaces de restauration et cuisine, puisque c'est des expériences que nous menons aujourd'hui. Moi, ça fait 21 ans que je suis dans le groupe Auchan. Je suis aussi de formation ingénieur agroalimentaire, mais du côté de Bordeaux, pas de Dijon. Voilà pour mon parcours très rapidement. Bien, merci. Donc, on va avoir pareil, l'intervention à deux voix, puis après une discussion moitié-moitié. Alors merci de votre invitation et cette thématique qui est au cœur de votre séminaire, elle nous tient particulièrement à cœur, la transition alimentaire, agricole alimentaire, voire même elle nous perturbe et elle nous questionne très fortement. On peut même se le dire, sur nos métiers, elle nous ébranle très fortement cette transition alimentaire. Alors pour commencer, juste quelques éléments de contexte sur Auchan. Tout le monde ne connaît peut-être pas, je sais qu'il y a aussi quelques étrangers parmi vous. Le groupe Auchan, Auchan Retail, c'est un groupe international qui a été créé en 1961. C'est un groupe de distribution à dominante, on appelle alimentaire, qui est présent aujourd'hui dans 17 pays, principalement en Europe occidentale, Europe de l'Est et l'Asie. Qui compte à peu près aujourd'hui 350 000 collaborateurs. Donc c'est un intervenant, c'est le 13e intervenant mondial dans la distribution dans le monde. On accueille beaucoup de clients, c'est énormément de clients qui visitent nos magasins. Donc forcément, dans votre thématique, ce qui concerne la distribution, étant en contact avec énormément de consommateurs, c'est une thématique qui nous concerne assez fortement. Le chiffre d'affaires du groupe est d'à peu près 52 milliards, avec, vous le voyez, à peine 4000 points de vente différents. Ces points de vente, justement, ils sont organisés comment? Ils sont principalement à 90% des points de vente physiques. C'est-à-dire des magasins physiques dans lesquels les consommateurs viennent faire leurs courses, et principalement de petits et moyens formats. C'est ce qu'on appelle chez nous les supermarchés, l'ultra-proximité, la proximité, tout ça, c'est, vous le voyez, quasiment 70% de notre activité. Alors que peut-être en France, pour les étudiants français, vous nous connaissez plus comme des grands hypermarchés, c'est vrai. En France, c'est très marqué. On a beaucoup de grands hypermarchés en France. À l'échelle du monde, c'est un petit peu différent, puisque, vous voyez, les hypermarchés représentent à peu près un quart du parc aujourd'hui. Je vous disais, 52 milliards de chiffre d'affaires. Le groupe a été créé en France, donc il a été jusque dans les années 90 à peu près à 100% français. Et puis, il y a eu une diversification, la création la duplication de ce modèle de distribution alimentaire dans d'autres pays. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la France ne représente plus qu'un tiers de l'activité d'Auchan Retail International. Et vous voyez la répartition dans chacun des pays de notre activité. Le groupe, c'est une entreprise familiale. Et c'est important, c'est une entreprise qui n'est pas cotée. À la tête de cette entreprise, l'association familiale Mullier, c'est-à-dire c'est un groupe qui s'est créé d'origine du textile, notamment la marque Fildar, que certains ont peut-être entendu parler, qui s'est reconverti dans la distribution alimentaire à une époque où, on va dire, tous nos concurrents aussi se sont créés, Carrefour, Leclerc, etc.
Et c'est aujourd'hui plus de 2,5 milliards de clients qui fréquentent nos points de distribution. Donc vous voyez que la question de la transition alimentaire, on est un acteur important et ces clients-là, on les côtoie tous les jours dans tous nos points de vente. Si on fait un petit focus rapide sur la France, en France, c'est un petit peu moins de 75 000 collaborateurs, donc qui travaillent uniquement qu'en France, que ce soit dans les magasins, que ce soit dans les services d'appui, les centrales d'achat, dans nos entrepôts, sur notre informatique, etc. Vous voyez un tiers de l'activité, 17 milliards d'euros, et vous voyez 15 clients par seconde qui passent en caisse. C'est énorme. Alors avant de vous dire un petit peu ce qu'on fait sur cette transition alimentaire, quelques éléments un petit peu de contexte. On l'a vu tout à l'heure, c'est intéressant, l'enchaînement entre les deux présentations. On est des commerçants. À la base, le métier de la distribution, c'est un métier de commerçant, c'est-à-dire finalement répondre à des besoins de consommateurs et y répondre le mieux possible pour favoriser leurs achats et développer notre activité. Donc on est plutôt un spécialiste du client. Un point de vente en hypermarché, c'est entre 10 000 et 20 000 clients par jour qui passent faire leurs courses, et peut-être vous. Donc a priori, on est plutôt légitime pour parler du distribué autrement. Mais finalement, et vous l'avez vu dans l'intervention tout à l'heure, les consommateurs que vous êtes ont de plus en plus de facilité à entrer en contact directement avec la production. Donc finalement, nous, distributeurs qui étions, on va dire historiquement, un intermédiaire entre des consommateurs et des producteurs ou transformateurs, finalement, on est balayé par ce questionnement, parce que cette facilité de mise en relation, elle questionne notre rôle. Est-ce que finalement, c'est toujours utile d'avoir une organisation des entreprises de distribution qui font juste l'intermédiaire entre les deux, puisque maintenant, ces consommateurs, notamment grâce au digital, sont totalement en capacité d'être en proximité forte avec l'amont. Et au fur et à mesure que ce phénomène-là se passe, ça nous pousse, nous, distributeurs, à être de plus en plus impliqués vers l'amont. Et donc, du coup, à s'impliquer beaucoup plus que notre métier traditionnel d'acheter et de vendre, finalement, en allant regarder comment c'est fait en amont de notre activité. Et du coup, on va le voir et on va le développer, dépasser ce rôle de simple intermédiaire. Alors, votre séminaire s'intitule « Transition alimentaire ». De notre point de vue, on est plus de l'ordre de la révolution alimentaire. En tout cas, l'entreprise Auchan le vit comme ça. On est un peu à la fin d'un cycle, sur un mode de fonctionnement qui a marché pendant très longtemps, puisque notre rôle, dans les années 60, c'était finalement de nourrir la France. Période de soif de consommation très importante, à peu près tout ce qu'on vendait s'achetait, donc c'était une période de développement faste, et ça a duré comme ça jusqu'à ces dernières années. Et on est au cœur d'un double phénomène. On a le digital qui s'est développé, avec des champions du digital, qu'on appelle notamment les GAFA, qui ont fait leur expertise dans la collecte de la donnée, dans le traitement de cette donnée et dans l'utilisation de cette donnée. Et puis, on a de l'autre côté des points de vente, on va dire vieille école comme nous, de distribution physique. Et le phénomène au cœur duquel on se trouve aujourd'hui, c'est que ces pros de la data, de la donnée, sont en train d'acquérir des points de vente physiques parce qu'ils se rendent bien compte qu'à un moment donné, quand on parle d'alimentaire, il faut prendre possession de cet alimentaire. On est sur un bien physique. Et donc, ils sont en train d'acquérir des entreprises de commerce physique. Et vous avez tous vu Amazon, il a racheté Whole Foods, un grand distributeur américain. Vous avez peut-être aussi entendu parler, Auchan, en Chine, s'associe à Alibaba, un des leaders mondiaux aussi sur la donnée et le commerce digital. Et donc vous voyez qu'on est dans un phénomène croisé où les acteurs du digital achètent des points de vente physiques et les acteurs physiques sont en train de s'associer ou d'acheter des intervenants du digital parce que ces deux métiers-là
deviennent absolument indissociables. Donc face à ces grands changements, il est impératif pour nous de changer complètement notre vision de base, qui était de dire je fais l'intermédiaire entre des producteurs et des clients, parce que cette intermédiation, elle a beaucoup d'autres moyens aujourd'hui, dont le digital. Donc dans ce contexte et afin d'avoir un phare longue portée qui guide nos actions, qui donne du sens à nos décisions, nous avons en métier de bouche une promesse qui est d'être des militants du bon, du sain et du local, respectueux de l'environnement et de nos partenaires. Nous parlons ici du partenariat avec le monde agricole, le partenariat avec les PME. Donc on voit qu'on est bien loin du rôle de simple distributeur de produits classiques et que face à ces nombreux défis qui s'offrent à nous, on doit revoir un certain nombre de modes de fonctionnement. D'abord, on doit revoir notre identité, nos valeurs, notre communication. Vous en êtes peut-être aperçu avec les publicités dites identitaires des différents distributeurs. Intermarché avait ouvert le bal, j'espère que vous aviez remarqué celle d'Auchan en fin d'année, et le nouvel acte 2 d'Intermarché où on essaie de donner du sens à l'alimentaire dans notre publicité, mais je ne le développerai pas ici. On doit revoir bien sûr nos modes d'achat, je vais le détailler dans quelques instants, et on doit revoir nos modes de vente et de distribution, ce que Alain évoquera un peu plus tard. Alors, revoir nos modes d'achat, juste repréciser le périmètre sur lequel je vais parler. Le périmètre est celui des matières brutes agricoles, des produits de PME et non les produits issus de la grande industrie agroalimentaire et des grandes marques de l'agroalimentaire. Alors, notre métier de commerçant, Alain l'a dit, finalement, c'est simple, c'est de proposer des produits qui soient en parfaite adéquation avec les attentes et notamment les nouvelles attentes sociétales de nos clients et que ces produits soient également en attente, soient alignés avec la promesse que l'on vient de voir. Et donc on doit pour ça changer de damier à l'achat. Changer de damier, ça veut dire comprendre que le prix n'est plus le seul facteur déterminant, mais que le facteur déterminant aujourd'hui, ça devient l'accès à la matière première de qualité. Et donc, pour avoir cet accès à la matière première de qualité, on a un combat, et ce combat, il est, j'allais dire, et mondial et local. Il est mondial avec quelques exemples. Le premier, sur la pression qu'il y a sur les terres agricoles, on le voit, une pression sur l'achat des terres agricoles en France. Ça a fait la une des journaux il y a quelques temps. La Chine a acheté des terres agricoles près de Châteauroux. Et donc, ça devient une problématique. Le cours du blé, aujourd'hui, il ne dépend plus de la coopérative située proche de Dijon ou dans la Beauce, mais il dépend bien de la bourse de Chicago. Et pour illustrer cette pression sur les matières premières de qualité, je vais prendre un exemple sur un produit très basique, le tourteau, produit on ne peut plus simple. Fin 2017, début 2018, la Chine s'intéresse au tourteau français. Pourquoi? Parce que plutôt reconnu comme un produit de qualité. Et donc la Chine vient et contractualise pour prendre entre 10 et 15% des volumes du tourteau français sans aucune négociation de prix. Alors ça, c'est déjà une première révolution parce que dans nos métiers, mais dans tous les métiers, quand vous achetez du volume, vous négociez un prix. Là, aucune négociation de prix, ils prennent au cours du marché. Effet immédiat pour ceux qui n'avaient pas contractualisé et ceux qui n'avaient pas donné de la visibilité, eh ben, inflation très forte, hein, on le voit sur cette courbe, le cours du tourteau est passé aux alentours de 5,60 à 9,02. Aujourd'hui, si vous regardez le cours du tourteau en 500-700 grammes sur le mine de Rungis, il est aux environs de 9 € le kilo à l'achat. Donc inflation, et cette inflation, ben, elle pose un problème parce qu'elle peut rendre le produit pratiquement indisponible pour nos clients parce qu'inaccessible en termes de prix. Et donc on voit bien que le combat, il va être de pouvoir contractualiser, donner de la visibilité pour s'assurer d'un approvisionnement durable sur ces produits de grande qualité. Le combat, il est mondial, mais il est aussi local, parce qu'aujourd'hui, dans les préoccupations de nos consommateurs, c'est je veux un produit qui ait du sens, qui soit produit proche de chez moi. Je dois connaître le producteur et peut-être que quelqu'un de ma famille travaille dans l'entreprise. En tout cas, la notion de local devient essentielle dans le choix. Et là, de nouveau, nous devons changer de mode de fonctionnement pour rendre ces produits accessibles dans nos magasins. Je vais le détailler juste après.
Donc vous l'avez compris, le prix, c'est plus le critère numéro 1 à l'achat, c'est une révolution. Je ne pense pas que vous attendiez à ce qu'un acheteur de la grande distribution vous fasse cette révélation, mais c'est une réalité opérationnelle aujourd'hui. C'est une réalité opérationnelle, même si à la vente, ne nous trompons pas, le prix de vente reste le critère numéro 1 de choix pour nos clients. Et nous sommes bien là hein, pour vendre des produits aux clients. Donc on doit trouver cet équilibre. Donc un changement de profil de nos acheteurs qui doivent être en fait, qui doivent devenir des créateurs de liens avec le monde de l'amont, qui doivent avoir une vision sur le long terme et plus se dire j'achète one shot et je fais un coup à l'achat. Non, je dois construire les relations dans la durée. Mais ça ne suffit pas. On peut changer de posture, on peut changer de profil. Il nous faut adapter aussi nos outils pour pouvoir répondre à cette nouvelle problématique. Et donc c'est pour ça qu'on a créé des bureaux d'achat. Alors un bureau d'achat, finalement, ça nous permet, nous, de prendre possession de la matière au-delà de nos propres besoins. Alors je vais l'illustrer avec un exemple. Nous avons un bureau d'achat en Marais qui contractualise avec des pêcheurs français où on s'engage à prendre 100% de leur pêche toute l'année. Forcément, quand on s'engage à ça, il y a des produits qui nous intéressent pour vendre dans nos magasins, et puis il y en a d'autres qui ne nous intéressent pas parce qu'on ne les vendra pas sur notre étal. Et donc, mais pour avoir accès aux produits qui m'intéressent, je dois contractualiser sur toute l'année et donner de la visibilité. Et donc finalement, nos acheteurs, ils doivent devenir des acheteurs-vendeurs parce que ce que je ne vais pas vendre moi dans mes magasins, il faut que je trouve des débouchés. Donc du coup, ce bureau d'achat, il permet d'être acheteur-vendeur et je vends à d'autres distributeurs parfois. Et j'achète aussi à d'autres distributeurs hein, parce que c'est une tendance globale. Intermarché fait la même chose. Il est réputé pour être le premier pêcheur de France. Et donc oui, nous achetons parfois du poisson Intermarché, mais on lui en vend aussi. Donc à d'autres distributeurs, à des transformateurs, à l'industrie agroalimentaire. Bref, je dois prendre en charge finalement la commercialisation de ce qui ne m'intéressera pas dans mes magasins. Et puis ces bureaux d'achat, ça peut être une autre solution, un autre apporteur de solutions sur l'aspect logistique. L'aspect logistique parce que si vous prenez le marché du fromage, qui est un marché très éclaté, vous avez 3 grands fromagers, hein, Lactalis, Savencia, Ex-Bongrain et Bell, mais le reste c'est essentiellement un marché de PME et un marché très régional. Et donc là on doit apporter des solutions logistiques et notre bureau d'achat sur le fromage finalement prend en charge tous les aspects logistiques pour aller livrer nos différents entrepôts et nos différents magasins, mais c'est le seul moyen de s'assurer de pouvoir avoir accès à cette production régionale. On l'a vu, le local, c'est une préoccupation importante. Et donc, si on veut réussir à être performant sur le local dans une entreprise comme la nôtre, avec à peu près en France 500 ou 600 points de vente, on a dû changer encore nos organisations. On a dû changer nos organisations en déployant dans chacun des territoires des hommes et des femmes qu'on appelle hommes et femmes produits régionaux. Et donc là, ils vont dénicher les pépites de l'agroalimentaire sur des zones très, très, très précises et pour les rendre accessibles dans des magasins à dimension régionale. Et donc là, de nouveau, là, pardon. Je vais le baisser. Donc ces hommes et femmes de produits régionaux, là, ils ont une vraie mission qui est d'aller sourcer ces pépites de l'agroalimentaire. Et là, on a vraiment inversé le rôle puisque on va chercher et on va demander l'autorisation presque de vendre ces produits dans nos magasins. Donc on n'est plus à j'ai quelqu'un qui vient et qui veut me vendre ces produits et finalement je décide. Non, on va chercher et on espère que le vendeur du petit produit accepte de venir dans la grande distribution. Et donc, c'est vraiment un changement important. Et si je veux pousser le curseur encore un petit peu plus loin sur le local, autour de nos magasins, on avait historiquement toujours des terres agricoles, ou des terres d'ailleurs qui n'étaient pas mises en culture. Et aujourd'hui, dans cette volonté de répondre au local, au circuit court et de satisfaire nos clients, nous sommes en train de nouer des partenariats avec des agriculteurs en leur mettant les terres à disposition et nous en assurant les débouchés sur 100% de la production. Donc, effet, nous, commerçants, on a accès, on développe des circuits courts et pour l'agriculteur, nous assurons 100% des débouchés. Donc, on lui donne de la visibilité, qui est une demande forte du monde agricole pour donner de la visibilité. Et pour illustrer encore un peu plus ce changement de position, juste expliquer ce que l'on fait et ce que l'on a entamé
sur l'accompagnement des producteurs de fruits et légumes qui sont en conversion de bio. Donc en conversion sur l'agriculture biologique, ça veut dire que je suis producteur en conventionnel, je souhaite passer en bio. Et donc la période de conversion est une période de vulnérabilité assez importante pour l'agriculteur. D'abord, il n'y a plus la béquille chimique pour se rattraper s'il y a le moindre souci. Ça nécessite parfois un réapprentissage et une pédagogie pour pouvoir reproduire en bio. Et par contre, je ne vends pas au prix du bio. Et donc là, notre rôle, il est d'accompagner pendant la période de conversion. Et ça nécessite de la transparence dans nos relations avec le monde agricole. Pourquoi ? Parce que on doit savoir le prix de revient, on doit avoir, dans la conversion, vous avez un certain nombre d'aides qui sont mises en place. Et nous, on vient compléter pour assurer que l'agriculteur puisse vivre pendant cette période de conversion et lui assurer et lui donner la visibilité sur, une fois qu'il sera en bio, lui s'engager à prendre les volumes et commercialiser les volumes. Et donc, avantage pour l'agriculteur, ben, on le sécurise sur cette période de conversion qui est une période de fragilité importante, notamment quand les aides au bio sont versées en retard. Et on sait que ça a été une actualité assez forte pour le monde agricole ces derniers temps. Et puis, avantage pour nous, eh ben, on s'assure d'un approvisionnement sur du bio. Or, on sait que il y a une tension sur la matière bio aujourd'hui avec des croissances très fortes, et notamment sur le bio français, parce que c'est ce qui nous intéresse. Donc on s'assure d'avoir cette marchandise et de la rendre accessible pour nos clients. Donc voilà, changement de posture, changement d'outils, finalement changement de métier à l'achat. Alors on est au début du chemin, hein. Tout n'est pas encore comme ce que je viens d'évoquer. Mais nous sommes persuadés qu'il n'y aura pas de retour en arrière et que finalement cette nouvelle position, cette nouvelle relation avec le monde de l'amont nous permettra de faire la différence vis-à-vis des concurrents et de satisfaire nos clients et donc de faire notre métier de commerçant avec cette nouvelle donne et cette nouvelle exigence sociétale de nos clients. Donc nouvelle posture à l'achat, nouvelle dimension géographique de l'achat, relocalisation. Cette dimension du temps, de la visibilité, elle devient également majeure sur l'achat. Et le temps à deux niveaux. Le premier niveau, c'est celui de la durée de ces partenariats. François l'a exprimé sur le bio, mais c'est également vrai sur de l'agriculture conventionnelle, où finalement, le partage du risque de l'amont devient un risque partagé entre l'amont et la distribution. Donc ça, c'est le premier élément de temps. La deuxième notion de temps qui est fondamentale, c'est celle de la progressivité des changements. Parce que on a l'exemple du bio, mais sur beaucoup d'autres exemples, les changements de pratiques culturales, par exemple, ou d'élevage, c'est pas du jour au lendemain. Il y avait une question tout à l'heure sur comment vous amenez les agriculteurs à vous suivre et à changer. Bah oui, en effet, c'est très compliqué parce qu'ils n'ont pas envie de prendre le risque tout seuls. Alors, il y a des aides, il y a des promesses de labels, mais à un moment donné, les progressions, elles doivent aussi s'adapter à la capacité qu'a le client de les accepter, notamment d'en accepter le prix. Parce que forcément, une partie de ces changements de pratiques font évoluer le prix de vente et la valorisation du produit. Et donc, si on y va du jour au lendemain, les consommateurs ne suivent pas et finalement on se retrouve avec des productions sans débouchés. Donc ces notions de temps, elles sont fondamentales. Si je refais un peu le film de l'histoire de nos métiers à l'achat, il y a 30 ans, on avait des agriculteurs qui venaient nous voir et qui nous disaient voilà, j'ai ça à vendre, débrouillez-vous pour vendre. Et nous, nos clients achetaient tout, donc j'ai envie de dire ça allait bien à tout le monde. On arrivait à vendre tout ce qu'ils nous proposaient. Et puis il y a 15 ans, c'est devenu un petit peu plus difficile, le consommateur il est devenu un peu plus difficile. Le marketing est arrivé, très centré sur le client. Et là, le distributeur, on est arrivé, nous, on avait appris cette compétence marketing en disant non, le client, il veut ce produit-là maintenant. Donc, c'est ce produit-là que tu vas me produire. Et si tu n'y arrives pas, agriculteur, j'irai voir ailleurs. On était, souvenez-vous, à l'époque d'ouverture des frontières, un approvisionnement extrêmement large, la capacité d'aller chercher ailleurs, voire même, vous avez entendu parler de ça, des appels d'offres. Donc un mécanisme du plus offrant. D'accord ? Ça, c'était il y a 15 ans. Et ça, le consommateur qui a continué son éducation et qui est devenu un consommateur plus exigeant, eh ben, il nous oblige maintenant
à ne plus être dans cette relation-là, mais à anticiper ce travail avec le producteur en disant mais qu'est-ce qu'il va vouloir dans 2 ou 3 ans, ce consommateur? Et donc de se mettre d'accord en amont pour prévoir dans 2 ou 3 ans ce que nous produirons ensemble et pour lequel nous assumerons le risque ensemble. Donc vous voyez que le paradigme a complètement changé en 30 ans pour notre métier. C'est pour ça qu'on ne parle pas de transition, on parle de révolution, parce que ça change complètement les pratiques. Alors juste pour illustrer ça, la matérialité de ça pour Auchan, c'est ce qu'on appelle la filière responsable. C'est, on va dire, un peu l'emblème de cette démarche qu'on vient de vous décrire de changement de pratique à l'achat. C'est quoi cette démarche de filière? C'est une démarche de partenariat. Tripartite, distributeur, producteur, parfois transformateur, suivant les produits, suivant leur niveau d'élaboration, pour lequel on va reposer cette démarche sur 4 grands piliers. Vous allez retrouver là des piliers dont on a parlé dans l'intervention tout à l'heure. Le premier pilier, je vais dire que c'est presque de la dette. C'est la satisfaction du client, la capacité à correspondre à son besoin en termes de goût, en termes de sécurité, de traçabilité. Voilà, c'est le pilier qu'on va appeler pilier satisfaction du consommateur. N'importe quel produit doit répondre à ça, c'est de la dette vis-à-vis du consommateur. Si on n'a pas ça, il se détourne de nous. Deuxième pilier de cette démarche, c'est le pilier environnemental, pour favoriser justement toutes les démarches plus vertueuses de production agricole. Ça va de la consommation d'eau aux intrants, mais aussi, par exemple, sur le bien-être animal, qu'on met dans ce pilier-là. Troisième pilier, c'est le pilier social, et notamment le respect des hommes et des femmes. On parlait tout à l'heure de la difficulté du monde agricole. C'est une réalité en France, pas qu'en France d'ailleurs. Hein. Ce pilier-là, il est fondamental, notamment, et vous en avez entendu parler lors des EGA, dans ce qu'on appelle la répartition de la valeur finalement. Et donc, dans ces filières-là, on veille particulièrement à l'équilibre de cette répartition de valeur, pour notamment permettre de la pérennité. Et on boucle sur le dernier pilier, qui est sur le pilier économique, sur l'inscription de ces partenariats sur des durées longues, sur du long terme. Aujourd'hui, pour Auchan, qui a démarré cette politique-là il y a 3-4 ans, on a créé 100 filières. Alors ça peut paraître pas beaucoup, sauf que finalement, quand on est sur un minerai, je pense au bœuf, je pense aux pommes de terre, je pense à voilà, des minerais comme ça, c'est des utilisations extrêmement larges derrière. D'accord ? L'objectif, c'est que dans 2 ans, on en ait 300. Vous voyez un peu le phénomène d'accélération du sujet. C'est-à-dire que 300 familles de produits qui soient contractualisées sous ce schéma-là. Donc dans un schéma bien différent de la façon dont nous traitions nos achats auparavant. Des produits qui sont en train d'être travaillés maintenant, vous les verrez dans nos magasins en 2020-2021. Un exemple, le charbon de bois. Charbon de bois filière Auchan, on l'a validé l'année dernière, 2018, vous le verrez dans nos magasins, pas avant 2020, parce que le cycle de production, de mise en place, etc., fait que les engagements, on les a pris déjà il y a l'année dernière. Donc vous voyez la logique complètement différente, on n'est plus du tout dans l'achat d'opportunités, on est vraiment dans la création de partenariats durables et de partage de risques. Autre élément par rapport à ces filières, c'est une démarche de progrès. Je vous disais que pour que le progrès soit possible, il faut qu'il soit acceptable chez nos producteurs qui prennent un risque, mais également acceptable chez le consommateur. Et par exemple, on a nous aussi appris sur la partie environnementale, on travaillait sur nos premières filières végétales sur des indices de fréquence de traitement pour bien calibrer la baisse, le juste utilisation de phytosanitaires. Puis on est en train de passer au 0 résidu de pesticides, sur des obligations non pas de moyens, mais de résultats. Et puis, ça nous permet d'embrayer vers le bio, où là, je ne vais plus avoir de phyto non bio. Donc, vous voyez que c'est important d'avoir ce schéma de progrès-là et d'accompagner ça dans la durée. De la même façon, sur le bien-être animal, on parlait de PME, de monde agricole. Bon, quand on parle du bien-être animal dans un élevage, je peux vous dire que ça ne va pas de soi. La force qu'on a du coup, c'est que Auchan, de par sa taille, de par sa multitude de secteurs d'intervention,
à contractualiser par exemple avec une association qui s'appelle le CIWF, que peut-être certains d'entre vous connaissent, association qui nous aide à aider nos producteurs. Comment je fais pour accentuer le bien-être animal dans mon élevage, dans mon abattoir? Et donc on accompagne nos agriculteurs avec l'intermédiaire de cette association qu'on met à disposition finalement de nos agriculteurs. Alors ces investissements qui sont accrus, vous comprenez bien que ça, on investit plus sur l'amont. Forcément, on va essayer du coup de les valoriser au maximum. Et on va les valoriser sous plusieurs façons. La première, ça va être dans le niveau d'élaboration des produits. Niveau d'élaboration des produits, je travaille une filière sur le veau d'Aveyron, d'accord, le veau blanc, veau allaité sous la mer. Bah forcément, idéalement, je vendrais bien que des rôtis. Mais dans le veau d'Aveyron, il n'y a pas que des rôtis. Donc je vais trouver des débouchés pour les matières moins nobles. Et donc, je vais développer, par exemple, une blanquette de veau. Donc, vous voyez que cette logique d'élaboration, elle devient majeure quand on développe de la filière. On n'est pas simplement sur une filière veau d'Aveyron, je vous prends les morceaux qui me vont bien, et le reste, débrouillez-vous avec. Quand je commercialise des carottes bio, bah, la carotte bio, elles ne sont pas toutes super rectilignes, du bon calibre et parfaitement jolies pour être achetées en matière brute dans votre rayon fruits et légumes. Donc du coup, je vais faire un velouté de carottes bio, avec ces mêmes carottes, mais la partie des carottes que vous, consommateurs, quand vous les voyez dans le rayon, vous ne les achetez pas. Donc vous voyez que cette logique d'élaboration, elle est majeure. Donc ça, on va le faire au travers de nos marques distributeurs en priorité, d'accord, pour les valoriser. Et puis, on va essayer au maximum d'organiser cette valorisation de la totalité du produit. Et je peux vous donner plein d'exemples comme ça, que ce soit sur le saumon, par exemple, où on va développer on peut les appeler des coproduits qui vont valoriser les matières les moins nobles et qui permettent justement aussi d'abaisser le prix du minerai noble. Parce que sinon, il se prend l'ensemble des coûts des produits qui sont peu ou pas valorisés. Alors vous voyez, nos modes d'achat sont en pleine révolution. Cette démarche filière, elle va s'accélérer et on est vraiment en train de la développer. Mais ces mêmes facteurs qui nous obligent à changer la façon dont on achète, finalement, ils nous obligent également à changer la façon dont on vend. Pourquoi ? Parce que le digital, je vous en ai parlé, parce que le besoin de sens du consommateur, parce que le temps disponible pour le consommateur, il est en chute. Regardez le temps passé au repas, à la préparation des repas, le temps passé à manger. Donc tout ça fait que ça nous ébranle complètement aussi sur la façon de vendre. Il y a également une perte de savoir-faire majeure de nos consommateurs. Qui sait aujourd'hui, si je vous dis par exemple une basse-côte, qu'est-ce qu'on fait avec une basse-côte aujourd'hui ? Je pense qu'une grande partie d'entre vous ne sait pas comment on cuisine une basse-côte. Et donc ça a obligé quoi ? Ça a obligé à revoir par exemple les dénominations des produits. D'accord ? Ou maintenant, on va appeler ça un pot-au-feu 2 étoiles ou 3 étoiles. Donc vous voyez qu'on est obligé de s'adapter aux changements sociétaux de nos consommateurs qui ne sont plus les mêmes qu'il y a 20 ans. Alors le premier moyen de changer notre façon de vendre, c'est de valoriser notre offre. On en a parlé sur la partie filière, c'est de upgrader la valorisation de nos produits. C'est le premier élément. Le deuxième élément, ça va être de dire aux consommateurs tout ce qu'on fait à l'amont. Et là, on va se le dire, c'est la foire d'empoigne. Parce que regardez tous les types de labels, on en a parlé tout à l'heure, les IGP, les appellations locales, les c'est qui le patron, les filières, le bio, les sans résidus de pesticides, ça devient extrêmement vaste. Mais l'objectif de tout ça, tous ces labels que vous voyez fleurir sur tous les produits, c'est bien de valoriser les efforts de l'amont et le changement dans cette transition alimentaire, cette transition agricole principalement. D'accord ? Deuxième façon pour nous de valoriser ces changements, ça va être de transformer sur place. Et vous avez dû remarquer dans une bonne partie de vos points de vente, chez nous comme chez nos concurrents, vous voyez apparaître des cuisines où ils vont cuisiner sur place. Pourquoi on fait ça ? On fait ça d'abord parce que le circuit consommateur a changé. Le nombre de repas pris à la maison est en chute libre. Donc, nous, distributeurs traditionnels, on perd la part d'estomac finalement. Un repas qui n'est pas pris à la maison,
il est a priori au départ plus pour nous. Donc on est en train de développer cette restauration. Le consommateur veut aussi manger vite, c'est-à-dire sur ses lieux de passage. Vous avez vu aussi dans vos magasins les laboratoires s'ouvrir. Du coup, vous voyez le pain se fabriquer, vous voyez la viande se découper. Ça participe aux besoins de sens des consommateurs qui veulent voir que ça ne vient pas de Chine, tout découpé, tout fait, etc. Ils veulent voir que c'est fait sur place. Ils veulent voir une carcasse, ils veulent voir un poisson en train de se faire fileter, etc. Donc ce besoin de sens, il est fondamental et donc ça change complètement la physionomie de nos points de vente parce que vous imaginez bien que donner de la visibilité sur ces activités, c'est nouveau. Et ça veut dire aussi former nos collaborateurs. D'où mon activité actuelle de création en interne d'écoles de formation sur nos métiers de transformation. Donc pour former en interne nos boulangers, nos pâtissiers, nos bouchers, etc., c'est un défi pour nous d'avoir plus de professionnels formés et compétents. Dans ces changements de distribution, de mode de distribution, ils sont même encore plus profonds que ça. La distribution, dans les années 60 et jusqu'à il y a encore ces dernières années, est organisée par format. Les hypermarchés, les supermarchés, le drive. Et on fonctionne comme ça, tous, dans toute la distribution, on fonctionne comme ça. Sauf que ça ne marche plus. Ça ne marche plus pourquoi? Parce que vous, comme moi, vous allez peut-être de temps en temps à l'hyper, et puis après vous allez faire un drive, et puis vous allez commander sur Internet, et puis après vous allez faire une course de dépannage dans le petit magasin d'à côté. Donc finalement, vous raisonnez plus du tout, on ne raisonne plus du tout dans un format. Chacun d'entre vous fréquente en moyenne 8 enseignes par an, en moyenne. Donc certains doivent être au double. Donc vous voyez que raisonner un besoin client dans un monoformat, ça ne marche plus. Donc Auchan est en train de révolutionner complètement son organisation et là on est dans le dur, c'est-à-dire qu'on est en train de dissoudre nos entreprises qui étaient des différents formats pour n'en créer qu'une seule qui ne raisonne plus par format de magasin, mais ce qu'on va appeler des zones de vie. Et ces zones de vie, on revient à la notion agricole, donc finalement on a un vrai parallèle entre ce qu'est en train d'organiser le monde agricole et ce qu'est en train d'organiser le mode de la distribution, où finalement on se réorganise de façon très, très locale. Instant de vie de consommateur pour regarder quels sont ses parcours de course et être là au bon moment. Vas-y, passe. Dans cette réorganisation de parcours, on va même plus loin. On va créer des places de marché. Une place de marché, c'est quoi? Vous la connaissez sur Internet, c'est l'association sur un site de plein de vendeurs finalement. On est en train de mener une expérience avec Tête Bêche où finalement, dans nos points de vente qui sont des flux importants, je vous ai dit entre 10 et 20 000 clients par jour, on va proposer à des agriculteurs locaux de venir eux-mêmes vendre leurs produits. Donc vous voyez qu'on est complètement dans un changement d'organisation de nos points de vente et même dans le rôle de nos points de vente dans leur territoire. J'ai été trop vite. J'allais dire oui, mais est-ce que tout seul on va pouvoir changer ce modèle? Et finalement, on pense que non. Et donc il y a un peu plus d'un an, nous sommes mis autour de la table avec différents acteurs de la chaîne de valeur de l'agroalimentaire, donc des coopératives agricoles, hein, Advitam et Terrena, Advitam coopérative du Nord, Terrena coopérative de l'Ouest, deux industriels, Sodebo et Fleury-Michon, et puis Auchan comme distributeur. Donc d'abord, première chose, là encore, changement de posture, hein, parce que se mettre autour de la table entre coopérative agricole et distributeur, ce n'était pas forcément chose aisée et pratiquée. Et on s'est mis autour de la table pour se dire il faut qu'on réponde collectivement à deux sujets majeurs. Le premier, il est comment répondre clairement aux attentes sociétales des clients vis-à-vis de l'alimentaire dans un premier temps. Et on le verra, ça peut aller au-delà. Et deuxièmement, comment valoriser la ferme France pour que ce système soit vertueux pour tous. Et donc c'est comme ça que l'intelligence collective réunie nous a permis de créer une association à but non lucratif
qui s'appelle Ferme France, et on va regarder un petit film qui explique le fonctionnement de Ferme France. Une vie, c'est 3 repas par jour, 365 jours par an, pendant 70 ans. Bref, une vie, c'est environ 90 000 repas. Comment mieux consommer ? Mieux consommer, ça veut dire savoir choisir quel est le meilleur produit. Choisir parmi beaucoup de critères, par exemple, fabriqué en France, avec une charte qualité, avec 10 vitamines, dont la production est locale, commerce équitable, ou encore sans lactose, issu de petits producteurs, bio, zéro carbone, ou encore sans gluten. Bref, tout cela conduit à une confusion de plus en plus grande chez le consommateur, qui est de plus en plus perdu. D'autant plus perdu que quand je fais mes courses, je n'ai pas envie de passer des heures à décrypter toutes les étiquettes. J'aimerais un truc simple, qui me permette de comparer tous les critères positifs et négatifs de 2 produits, pour éviter la complexité. Comment me repérer parmi toutes ces étiquettes ? Quels sont les critères pour comparer ? En quoi et en qui puis-je faire confiance ? Et si nous nous engagions tous ensemble pour co-construire un nouveau système de repères communs ? Avec d'une part les professionnels comme les agriculteurs, les organismes stockeurs, les industriels, les logisticiens, les distributeurs et les restaurateurs, et d'autre part les citoyens, les experts, associations, ONG, consommateurs, institutions. Ce système de notation met en relation tous les maillons de la production, de la fourche à la fourchette. Les professionnels apportent leur expertise et les citoyens valident les démarches et les notations. Le travail de tous donne une note sociétale du produit entre 1 et 100. Cette note sociétale est une solution simple, compréhensible par tous. Proposée par l'association Ferme France, ce sera une étiquette unique, quel que soit le type de produit, qui permet de comparer la performance sociétale et de choisir en connaissance de cause. Cette note intègre 6 enjeux majeurs de l'alimentaire. L'environnement, le bien-être animal et les conditions de travail, la nutrition et la santé humaine, la contribution à l'économie nationale, la traçabilité, l'intérêt général. Cette note est simple, en donnant une note sur 100 de performance sociétale du produit. Parce que l'intérêt général nous concerne tous, l'association Ferme France est une association à but non lucratif, dans laquelle acteurs économiques et consommateurs engagés travaillent collectivement pour répondre aux grands enjeux de société. Cette étiquette est disponible pour tous les produits qui le souhaitent. Une note unique sur 100, un mode de calcul d'étiquette par famille de produits, pour mesurer précisément la performance sociétale. Par exemple ici sur un brocoli, ou sur une boîte d'œufs, sur un poulet fermier prêt à cuire, sur un jambon sous emballage, sur un wrap à emporter, ou encore sur une brique de lait. La démarche est bénéfique à la planète, aux animaux, aux agriculteurs et aux salariés des usines, aux commerçants, restaurateurs, et bien sûr aux consommateurs. Cette démarche est rendue possible par la valorisation des actions positives de chacun, à travers un référentiel de notation commun qui permet une réduction des coûts. Chez Ferme France, nous partageons tous une vraie conviction. Parce que nous croyons en la force du collectif et en l'urgence du passage à l'action, nous construisons ensemble un référentiel fiable pour améliorer nos modes de production et de consommation. Les adhérents qui font l'association Ferme France sont de tous les types de parties prenantes, de tous les types d'entreprises et représentent toutes les catégories de produits. Et voici nos premiers adhérents engagés. Toutes les parties prenantes de l'alimentation ont leur place dans le projet. Elles sont bienvenues. Voilà, on était 5 il y a un peu plus d'un an quand on s'est lancé dans cette démarche. Aujourd'hui, on est à peu près 40 avec des profils très différents puisque on a aussi bien des startups, des ONG, des institutionnels, des organismes de producteurs. On a la FNP, donc Fédération nationale du porc qui est avec nous, les producteurs laitiers qui sont avec nous, etc. Et donc on est au début du chemin. Là encore, on est au début du chemin en train d'essayer d'écrire une nouvelle histoire. Mais on a la conviction que demain, finalement, il y aura 2 critères de choix des produits.
quand je ferai mes courses, il y aura le prix, toujours, soyons très lucides là-dessus, et puis il y aura la valeur sociétale du produit. Et donc, voilà pourquoi on s'est lancé dans cette démarche. Très rapidement, donc comme vous... Si vous pouviez conclure, Oui. parce que je pense qu'il va y avoir des questions et c'est vraiment important que le débat ait lieu. Merci. Je conclue tout de suite. Donc, comme vous le voyez, on est en pleine mutation. On aura et on a des détracteurs, on a des gens qui pensent qu'on n'est pas sur la bonne voie, qu'on n'y arrivera pas. On sait que ce sera difficile, par contre on a une conviction, c'est que de toute façon, nous avons collectivement pas le choix d'avancer dans cette dynamique. Et puis voilà, je vais finir sur quelqu'un qu'on aime bien, mais on va essayer d'être un peu le colibri de Pierre Rabhi et donc de porter notre goutte d'eau à cette modification en profondeur, voire cette révolution. Voilà, merci. Merci beaucoup de votre contribution. Bien, on a des questions nombreuses. Voilà. Alors là-haut, on va prendre sur cette partie-là. Donc, je vous demanderai question courte, réponse courte, parce que je vois qu'il y a pas mal de gens qui veulent intervenir. Bonjour, merci pour votre intervention. Le groupe Citrus, filiale immobilière du groupe Auchan, porte actuellement le projet d'EuropaCity, qui est un projet, 3 milliards d'euros d'investissement à peu près, qui vise à construire une cité commerciale sur environ 80 hectares de terres cultivables et fertiles. Et donc ma question est simple, en quoi cela, selon vous, participe de faire autrement ? Bon, donc un Citrus, merci de la question, on rentre directement dans le vif du sujet. Non, vous l'avez dit, Citrus, effectivement, c'était une filiale immobilière, c'est toujours une filiale immobilière, on a un même actionnaire, c'est pas Auchan. Après, c'est très questionnant cette implantation de Citrus. Quand on regarde, pour ceux qui connaissent la géographie, c'est dans ce qu'on appelle le triangle de Gonesse. Alors c'est peut-être des terres fertiles, mais aujourd'hui elles sont coincées entre un grand nombre d'infrastructures routières et aéroportuaires, puisque à Gonesse on est là. L'enjeu il est parce que dans les 80 hectares il y a aussi la mise en place de fermes et de production agricole. On s'est engagé à ce que ce soit des fermes agricoles bio. Voilà, donc c'est un projet qui, de toute façon, aujourd'hui, vous l'avez peut-être suivi, vient d'être retoqué par le Conseil, je ne sais plus si c'est général ou régional, mais qui vient de subir un revers politique. C'est un vrai sujet, l'utilisation des terres agricoles, vous avez raison. J'ai pas là dans le faire autrement, on pense que quand on regarde l'écosystème, ça peut être aussi créateur pour le territoire de valeur. Maintenant, je ne réponds pas, et je le sais, à cette question de l'utilisation de la terre agricole pour faire du loisir. C'est questionnant. Alors, je ne le gère pas en direct, c'est pour ça que j'ai du mal à répondre très franchement. Mais il y a quand même un volet agricole dans le développement du projet EuropaCity. Oui, ici. Du coup, vous parliez de donner une note globale un peu à chaque produit pour que le consommateur se repère un peu plus. Et du coup, je voulais savoir si ça allait s'ajouter au label et du coup, finalement, peut-être augmenter la confusion du consommateur sur les produits qu'il choisit. Alors cette note sociétale, dans un premier temps, d'ailleurs les instituts de label sont plutôt en train de rentrer autour de la table de la notation avec Ferme France. Donc c'est une vigilance particulière pour que ce ne soit pas un label de plus. Finalement, cette note, elle aura une vocation à être plutôt un outil digital. Pourquoi ? Parce qu'à travers la note, vous avez vu, il y a 6 enjeux majeurs. Et donc moi, si c'est le bien-être animal qui m'intéresse, grâce à l'outil digital, je saurai exactement ce qui est fait sur le bien-être animal sur ce produit-là et quelle notation. Parce que vous avez une note globale qui peut relater des différences majeures entre sur les enjeux. Et donc, c'est plutôt une vocation digitale pour pouvoir aller chercher la juste information. Le but n'est pas
d'apporter de la complexité, au contraire d'essayer de donner de la visibilité et de valoriser toutes les démarches qui sont faites. Et je crois que les organismes de label et de certification l'ont bien compris en venant autour de la table avec Ferme France pour travailler. Et nous, notre souhait, c'est vraiment de travailler avec eux pour que demain, ça soit plus simple pour le client. Donc voilà, la vocation digitale nous permet d'espérer que ça soit simple. Et c'est d'ailleurs le souhait et une vigilance particulière, que ce ne soit pas un label de plus, puisque c'est au contraire, on veut lutter contre ça. Et pour compléter, en fait, au niveau de l'INRA, on travaille beaucoup avec l'ADEME à l'étiquetage environnemental avec des bases de données, hein, les outils Agribalis qui sont maintenant sur les produits agricoles et qui vont aller maintenant sur l'ensemble de la chaîne alimentaire. Est-ce que pour vous, c'est une référence d'aller sur ces bases de données en fait, construites en partenariat avec la recherche? Alors oui, ça doit être une référence et il faut qu'on intègre. Et c'est pour ça qu'on est vraiment ouvert et dans les partenariats, on essaie de faire rentrer un maximum de compétences pour que ce soit très représentatif. Et donc oui, on a besoin de ce genre de compétences. Donc tout à fait preneur de ces évaluations et qui donne aussi une caution scientifique. Parce qu'il y a deux choses dans cette note. On aura une note, et vous l'avez vu, il y avait un sujet sur le citoyen. Parce que la volonté, c'est que on soit dans une relation de sincérité le plus possible, et donc un jury citoyen, quand j'achète un produit, je pourrais aller vérifier, et donc je pourrais modifier la note parce que je pourrais aller vérifier finalement si je reprends mon exemple du bien-être animal, dans cette exploitation-là, ce qui est noté est réel. Hein, donc on veut aller jusqu'au bout, mais en intégrant effectivement ces données-là. Bonjour, donc moi je me demandais si, donc au niveau de cette note sociétale, est-ce qu'il y aurait des produits qui auraient des mauvaises notes et comment différencier ceux qui auraient des mauvaises notes? Enfin, voilà, déjà, est-ce qu'il y en a qui auraient des mauvaises notes et est-ce qu'il y en a qui n'auraient pas de notes? Notamment si vous arrivez à intégrer des produits locaux dans vos rayons, qu'ils ne font pas forcément partie de tout ce programme, voilà, donc ils n'auront pas de notes, quelle visibilité ils auront? Et dernière question, qui finance ce Ferme France? Merci. Alors, je vais commencer par la dernière, comme ça. Qui finance? Nous finançons, les membres fondateurs ont financé plus, et puis les simples membres financent aussi une adhésion. Donc c'est les adhérents et les fondateurs qui ont financé cette démarche. Est-ce qu'il y aura des produits sans note? Oui, parce que c'est une démarche volontaire. Donc on force personne. C'est vraiment une démarche volontaire. Donc il se peut qu'il y ait des produits sans note. Les premiers produits avec note, on espère qu'ils seront disponibles dans nos linéaires d'ici l'automne. Maintenant, voilà, si c'est plus tard, ça sera un peu plus tard. Donc il y a un risque qu'il y ait des produits sans note, et il y aura des produits sans note. On a la conviction que finalement cette force du collectif, et c'est à nous de rendre cette visibilité. C'est une démarche qui est plutôt appuyée aujourd'hui pour les pouvoirs publics et le ministère de l'Agriculture notamment. Et donc on se dit que si c'est vertueux et que ça prouve, les gens essaieront de pouvoir mettre une note sur leurs produits. Et que, en tout cas, le client, quand il aura le choix, naturellement, si on est capable d'être sincère et de le rassurer, il ira effectivement plutôt vers des produits qui ont des notes. Et troisième question, est-ce qu'il y aura des mauvaises notes? Oui, même si la démarche elle a vocation à valoriser ce qu'on fait bien. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une démarche de sanction, on est plutôt dans une démarche de valorisation de ce qu'on fait bien pour qu'il y ait une adhésion relativement forte. Et donc les notes, vous l'avez vu, elles seront forcément il faudra comparer par catégorie de produits. C'est-à-dire qu'un 86 sur du lait, ce n'est pas un 86 sur du poulet. Hein, donc il faudra bien regarder dans le lait celui qui aura la note. Et derrière cette note, c'est là où je reparlais du digital. Mais moi, qu'est-ce que j'attends d'un lait qu'à 86? Est-ce que c'est le nombre de jours passés à l'herbage des bovins? Est-ce que c'est la rémunération du producteur, etc., etc. Et donc tout ça, je l'aurai grâce au digital. Oui, bonjour. En fait, j'avais deux questions. Une par rapport à l'aspect achat et une par rapport à l'aspect vente que vous avez développé. Par rapport à l'aspect achat, est-ce que votre démarche d'aller plus vers l'amont agricole
vise à terme à aller vers ce que fait un de vos concurrents comme Intermarché, qui intègre finalement, qui a une volonté un peu d'intégrer des filières. Vous allez parler des produits de la mer. Bon, avec la Scapèche chez Intermarché, il y a une entreprise qui fournit donc Intermarché, vous l'avez évoqué. Est-ce que votre démarche va jusque-là ou pas? Aujourd'hui, on a compris que c'était plutôt des contrats souvent locaux, mais voilà. Est-ce que ça peut aller jusque-là? Et la deuxième question, c'est toujours par rapport à cette note. J'ai compris que c'était une espèce d'évaluation participative, mais je n'ai pas très bien compris le mécanisme. Enfin, vous n'avez peut-être pas eu le temps de le développer aussi. Qui élabore cette note? Comment? Est-ce que la société civile est associée? Quelles sont les ONG qui sont dans votre panel? Enfin, est-ce que vous pouvez en dire un petit peu plus sur les modalités de construction de la note et sur la transparence autour de cette construction? Alors la première question, non, nous on n'a pas vocation à devenir des distributeurs producteurs, on a vocation à s'appuyer sur l'excellence du monde agricole et l'accompagner. Donc notre positionnement, c'est plutôt de se dire on donne de la visibilité et on accompagne l'excellence du monde agricole, mais nous on ne devient pas producteur. D'accord, c'est pas le positionnement que nous avons dans l'entreprise. On pense que chacun son métier. Il faut être très réaliste. Je le répète souvent, mais on a déjà du mal à bien tenir nos magasins. On ne va pas s'occuper d'agriculture. Je crois que nous en sommes pas capables et que nous n'avons pas ces compétences. Derrière la note, alors effectivement, on explique là pas beaucoup le système de notation. Donc en fait, à partir des 6 enjeux, vous avez sur chacun des enjeux des commissions dans lesquelles il y a des gens qui adhèrent. Vous avez... Et cette démarche de notation, elle est certifiée par AFNOR. On a AFNOR autour dans notre tour de table. Et il y a donc sur chaque enjeu, vous avez des critères, des sous-critères. Chacun est noté de 1 à 4. Et c'est pas nous, par exemple, dans la chaîne de valeur, nous distributeurs, on vient noter que la partie distribution. Donc c'est bien le fabricant du produit qui viendra évaluer sur toute la partie fabrication. Sur la partie transport, c'est le transporteur. Et comme on veut être dans une démarche de sincérité, tout doit être vérifiable. Et donc on aura des experts qui viendront vérifier, donc, et des experts et la société civile, puisque c'est vraiment comme ça que la note sera construite, avec une obligation et une vraie vigilance, parce que vous l'évoquez, que la partie déclarative, parce qu'il y a une partie qui sera déclarative, soit la réalité. Mais je crois, et c'est pour ça qu'on s'engage dans cette démarche, que de toute façon, si on n'est pas dans la sincérité, dans la partie déclarative, on sera très vite rattrapé, puisque, je vous l'ai dit, c'est une note qui a vocation à être sur le digital, et tout doit être vérifiable par la société civile. Donc je pense qu'on ne jouera pas, personne ne jouera à déclarer quelque chose qui ne soit pas en ligne avec ce qui est renseigné, parce qu'on imagine bien les dégâts d'image que ça peut faire. Donc je crois qu'on aura tous cette sagesse-là, mais ça veut dire faire confiance au collectif. Oui. Donc on les intègre si aujourd'hui on fait beaucoup de prospection pour faire rentrer des gens au-delà de la cotisation, parce que je vais prendre un exemple, parce qu'on se demandait le financement. Il y a des sociétés de des fédérations de producteurs qui nous ont dit nous ça nous intéresse mais on n'a pas trop les moyens. Ok, vous venez, c'est pas grave, vous payez pas votre cotisation. Parce que on a besoin de ce tour de table le plus large possible, et donc oui, on a besoin des ONG. Donc on a des gens comme l'agriculture du vivant qui sont rentrés. On ouvre le plus possible pour que... et donc oui, si demain 60 millions de consommateurs veulent venir, ils sont les bienvenus. Et on a besoin, vraiment on en a besoin. Donc on a besoin que ce tour de table soit le plus large possible. 5 il y a un an, 40 aujourd'hui. On espère que demain, il y en aura beaucoup plus. Juste, je sais qu'il faut que je sois court, mais ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, vraiment, les pouvoirs publics s'intéressent et nous disent, mais votre système de notation, finalement, on l'aimerait pour autre chose que de l'alimentaire, et peut-être sur des performances au-delà des produits alimentaires sur tout autre sujet. Et donc on sent maintenant le modèle est à caler, on est vraiment au début de la route, donc
on a toutes ces questions sur lesquelles on n'a pas de réponse hyper précise. On sait qu'on aura une exigence très forte de résultats parce qu'on sera attendu sur le sujet. Ouais. Bonjour, vous avez parlé de votre intérêt pour le respect des producteurs. Et donc ça passe principalement par la rémunération de leurs produits. D'autres choses aussi, mais c'est un facteur important. Donc on entend beaucoup parler des producteurs qui ne vivent pas de ce qu'ils font. Et en même temps, vous avez parlé également des contractualisations annuelles qui ont tendance à tirer les prix vers le bas au niveau, par exemple, quand il y a une augmentation forte de la demande et une augmentation des prix. Donc ces contractualisations qui ont tendance à empêcher le producteur d'augmenter ses revenus au niveau annuel, même s'ils apportent une sécurité au niveau de la vente de production, a des effets pervers. On a pu les voir notamment l'année dernière. Je me souviens, il y a eu une soudaine augmentation de demande de beurre du marché chinois et allemand, et ce qui a fait que le prix du beurre a augmenté de presque du double. Mais la contractualisation annuelle était fixée et les distributeurs n'ont pas voulu augmenter la rémunération des distributeurs, des producteurs à ce moment-là. Alors, vous avez raison. Il y a un double tranchant à cette contractualisation. Mais on ne peut pas en même temps vouloir être dans la spéculation et en même temps vouloir minimiser le risque. C'est antagoniste dans les faits. Alors, c'est jamais blanc ou noir comme ça. Effectivement, notre volonté, c'est de garantir une visibilité, une capacité à vivre de son boulot, qui n'est pas, et vous le disiez tout à l'heure, qui n'est pas la seule d'ailleurs, le seul élément. Hein, la considération, la connaissance de la destination de mes produits, le contact que je peux avoir avec les clients en tant que producteur. Tout ça, c'est des facteurs particulièrement importants. Quand nos producteurs viennent dans nos magasins parler à nos clients directement, je peux vous assurer que ça vaut autant que le 2 centimes de plus ou le 5 centimes de plus au kilo qu'on va pouvoir mettre. Voilà. Parce que du coup, ils ont une relation complètement différente qui donne un sens aussi à leur métier complètement différent. Mais donc, on ne peut pas être à la fois dans la spéculation, et on l'a bien vu. C'est pour ça que plus on donne cette visibilité, plus en même temps la tentation d'aller répondre à des augmentations complètement artificielles, parce que la demande ponctuelle de beurre de la Chine à un moment donné, elle est extrêmement ponctuelle. Ou alors, si on le fait dans un sens, il faut être capable de le faire dans l'autre. Et là, du coup, il n'y a plus d'agriculteur qui est d'accord de le faire dans l'autre sens. Donc vous voyez qu'il n'y a pas une solution idéale. Il y a beaucoup de la discussion, il y a beaucoup de la projection et du partenariat. Mais je peux vous assurer que dans les partenariats qu'on a sur la filière, il y en a qu'on a depuis, le plus ancien, on l'a depuis 22 ans. 20 ans, 22 ans, je sais plus. 22 ans. Avec le veau d'Aveyron, c'est notre toute première filière qu'on a créée. Ben, je peux vous assurer qu'ils sont courtisés, hein, parce que les Italiens aiment beaucoup le veau aussi. Et donc, ils sont courtisés par d'autres clients que nous. Sauf que quand ils regardent à quoi ils auraient pu céder à des moments donnés, et là, ils ont 22 ans de recul, en vendant peut-être plus cher que nos contrats passés avec Auchan, mais qui, à une autre période, étaient beaucoup moins chers que ce qu'on paye aujourd'hui, le bilan, il n'y a pas photo. C'est-à-dire que sur une période de long terme, il n'y a pas photo. Donc soit on joue dans la spéculation, mais il faut être prêt à jouer dans les deux sens, et alors du coup, on prend un risque, soit on contractualise et on se met dans une relation partenariale, ce qui n'empêche pas de revoir les prix de contractualisation, parce que dans nos contrats, même à 3 ans ou 5 ans, ça ne veut pas dire que c'est le prix qu'on a fixé au départ. Il y a des indices qui peuvent être des indices de marché qui vont ajuster le prix en fonction d'une demande mondiale, en fonction de conditions météo, en fonction de rendement, en fonction de tout ça. Donc on ajuste aussi nos prix. Quand on dit on donne un prix, c'est pas c'est le prix, puis maintenant tu es coincé. D'accord ? Il y a aussi des facteurs externes qu'on se doit de prendre en compte. Voilà. Mais on ne peut pas choisir les deux non plus quand même. J'ai 2 questions très courtes. Est-ce que les produits étrangers seront montés par votre score sociétal, les produits non français ?
Ils seront notés, mais eux, ils partent avec une pénalisation, puisque dans les critères, il y a la volonté de valoriser la ferme France, et donc il y a la contribution à l'ensemble. Donc, par contre, le produit peut être bio, peut être vertueux pour l'environnement, etc., etc. Donc tout ça, il aura des points. Par contre, il n'aura pas de points sur la contribution à l'ensemble et la valorisation de la ferme France. Mais le produit pourrait être noté parce que ça peut être un très bon produit. Mais forcément, il part avec un handicap. Oui, Merci. ça s'appelle Ferme France. Très bien. Et ah oui, la société civile là, qui va venir vérifier, c'est qui? Ben, ça sera alors pour se protéger de toute dérive, etc. Ça sera forcément, quand je dis dérive, voilà, il ne faudrait pas que des associations véganes viennent noter le poulet, ça n'aurait pas de sens, d'accord. Et donc je dois être acheteur, et donc à chaque fois que j'achète, finalement, je marque des points, et donc c'est bien l'utilisation de la data. Et donc c'est quand je suis acheteur d'une catégorie que je peux aller noter et vérifier le produit pour que ça ait du sens. Oui, du coup, j'avais une petite question sur le... Enfin, j'ai du mal à comprendre le concept de révolution que vous employez. Et je me demandais dans quelle mesure vous parlez un peu de travailler sur les impacts environnementaux, travailler sur le tissu social, rapprocher de la production. Est-ce que c'est pas ce qui se faisait à une époque et c'est pas en partie ce que la grande distribution a un peu démantelé? Et du coup, je ne sais pas si c'est un retour en arrière, et j'ai du mal quand même, si vous peut-être précisez en quoi c'est une révolution. Et c'est pas non plus seulement peut-être une question de marketing, comme vous disiez, ou de s'adapter à la demande du client, ou de pérenniser la profitabilité d'un système, etc. Alors, quand on dit c'est une révolution, certes, ça peut faire écho à un retour en arrière. Et j'entends bien, c'est-à-dire qu'on peut se dire finalement on revient à certaines pratiques de culture plus locale, de moins d'intrants, etc. Oui, mais quand je dis révolution, c'est la hauteur de la marche qui est fondamentale. Alors oui, la grande distribution a probablement favorisé l'émergence de phytosanitaires, l'émergence de production de masse, l'émergence de délocalisation. Absolument, vous avez raison. Mais interrogeons-nous chacun. La grande distribution, elle suit d'abord des clients. Il ne faut pas l'oublier non plus. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la demande, la soif de consommation, elle était là. La demande d'aller chercher des produits de loin, des produits exotiques, voilà, elle était là. Alors, on peut raisonner de deux façons, et il y a toujours deux façons de voir un problème. C'est elle favorise et elle surévalue un besoin latent, ou alors elle fait émerger un besoin latent, ou alors le besoin est là et on y répond. Donc, il y a probablement de tout ça là-dedans. D'accord ? Quand je dis révolution, c'est que l'ampleur du changement, et c'est ça qui nous fait dire que c'est une révolution, est fondamentale, parce que je vous dis, une période de 30 ans, on est au-delà d'une génération. On est là, je vous dis, années 60, donc on est presque à 60 ans là, de changement de modèle. Ça fait beaucoup de générations, donc oui, ça va forcément faire bizarre. Et nous, ça nous fait fortement bizarre quand je vous dis dans notre modèle, c'est que la réorganisation de nos points de vente, la façon d'organiser le métier est complètement différente. La façon d'acheter, je peux vous dire qu'un acheteur qui a passé sa vie à négocier le prix le plus bas, à qui on dit non, c'est plus comme ça qu'on fait, oui, c'est de l'ordre de la révolution. Donc, mais vous avez raison, moi je peux entendre que c'est aussi un retour à des pratiques peut-être plus anciennes, plus modérées, plus respectueuses, peut-être. Merci, donc on va prendre une dernière question. Bonjour, je suis là. Du coup, vous terminez votre présentation par le concept des petits pas du colibri. Je voulais vous dire que ça me semble assez ironique, puisque en tant que grand groupe, est-ce que votre rôle, justement, très grand groupe d'ailleurs, votre rôle, ce ne serait pas de faire des très grands pas et d'aller encore plus, de s'engager encore plus dans les démarches environnementales, etc., sans être guidé uniquement par les besoins du consommateur, comme vous le montrez dans votre présentation. Et c'est très bien, du coup, c'est admirable d'aller vers ces approches filières, mais par exemple, le plastique, le suremballage, vous semblez y être sensibilisé. Pourquoi ne pas aller pourquoi ne pas s'engager plus dans ces questions-là? Alors, on n'a pas tout développé sur ce qu'on fait, mais le modèle de grandes entreprises qui vont tirer et changer la face de la planète, nous, on n'y croit plus. Je vous le dis. Ça a été certainement une volonté, une idée un peu hégémonique de croissance, de grandes entreprises qui se créent. En tout cas, nous, on n'y croit plus. On n'y croit plus, pourquoi? Parce que est arrivé depuis un citoyen qui a beaucoup plus la parole, qui est capable de s'exprimer, de faire autrement lui aussi. Donc, de toute façon, avoir la bonne réponse tout seul, nous, on est persuadés que c'est terminé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, du coup,
On pourrait certainement peut-être aller plus vite avec des pas plus grands, sauf que si c'est nous seuls qui les faisons, ils ne seront pas durables et on ne sera pas dans le jeu. Donc l'idée pour nous, c'est quoi? C'est de se dire, on va peut-être aller un peu plus lentement, par contre, on va le faire collectivement. Et alors, oui, ça peut paraître un grand groupe. Bon, à l'échelle de la France, c'est 10% de part de marché, c'est pas beaucoup. Donc ce que je veux vous dire, c'est que finalement, on a besoin de l'ensemble des parties prenantes pour le faire. Et on a eu des changements majeurs sur lesquels on n'a pas été suivi. Parce qu'à un moment donné, vous n'êtes pas dans le point de bascule d'une société. En tout cas, pas avec la taille qu'on a au niveau d'Auchan. Donc l'idée, c'est vraiment de se dire, on embarque plus de monde. Et pour répondre à votre question sur le plastique, par exemple, oui, on est fortement impliqué sur le plastique. Là, on est en train de revoir comment on se passe du plastique à tous les stades de notre activité. Je peux vous dire que ça remet les choses, c'est très très questionnant parce que voilà, on travaille sur la recyclabilité, on est en train de mettre des points de collecte de bouteilles partout pour faire un circuit vertueux de réutilisation du plastique, tous les plastiques qu'on utilise aussi dans les emballages, de changer les emballages qu'on a dans nos rayons. Voilà, tout ça, c'est des chantiers majeurs qui ont des coûts et je vous dis, en bout de ligne, il y a un consommateur qui n'est pas prêt à payer un emballage non en plastique vaut 4 fois plus cher aujourd'hui. Donc du coup, si on change d'emblée tous nos emballages, oui, mais on va avoir des produits qui ne se vendront pas simplement parce que le premier critère pour vous comme pour nous, c'est le prix. Hein. Ça restera le prix quand même. Pour réagir juste très rapidement, dans l'éducation. Voilà. Excusez-moi parce que voilà, il y a énormément de questions. Et dans l'éducation, vous n'êtes pas obligé de changer tout seul tout d'un coup, mais en parler à vos consommateurs. Le défi de communication, il est majeur, vous avez raison. Et le défi de formation en interne, en fait, j'imagine aussi. Ouais. Bon, on est obligé de clore le débat parce que finalement, on a 3 interventions, il faut laisser la place à chacun des thèmes.